Voilà, c'était donc une énorme conspiration contre moi menée par Elisa Thévenet et aussi par Lucas Roxo, qui je profite quand même pour faire mes amitiés, et effectivement pour saluer son superbe travail, son superbe documentaire, heu, qui est vraiment, ouais, qui est vraiment d'une grande qualité. Je sais que nous partageons avec Lucas, sans se connaître, physiquement, mais c'est le nouveau monde de la pandémie, on se connaît virtuellement. Et ben, on partage à la fois un certain nombre d'engagements, d'actions sur le terrain et aussi de convictions, sur, bah, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, et en fait, surtout, ce qu'il faut pas faire quand on essaye de lutter contre la désinformation, que ça soit en tant que journaliste, ou dans les écoles. Alors effectivement, moi, je suis, journaliste, réalisateur de documentaires. Je suis spécialisé sur, l'investigation et depuis 2014, je m'intéresse beaucoup à la manière dont internet a disrupté nos vies d'une manière générale. Donc à la fois nos chemins d'information, mais aussi nos processus de socialisation, de politisation. Et si, en 2014-2015, je vous aurais dit que mon problème, c'était, les complotistes qui disent n'importe quoi, bah, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous dire, mon problème, ce sont les plateformes qui leur permettent de dire n'importe quoi et surtout qui leur donnent un super grand mégaphone, pour faire, bah, une espèce de méga audience à toutes les choses qu'ils racontent. Hem Je crois que l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des manières, de répondre à quelqu'un qui croit des choses qui ne sont pas vraies. Et je vais peut-être, moi aussi, faire, un peu comme Lucas, essayer de m'attaquer à des idées reçues. La première idée reçue, je pense, c'est que, en fait, la vérité, ça n'existe pas. Et donc, comme la vérité n'existe pas, et ben, c'est impossible de l'imposer. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que la vérité n'existe pas? En fait, la vérité, c'est l'interprétation que nous faisons tous en fonction de, nos convictions, notre culture, nos connaissances, bah, de ce qu'on va appeler les faits. Les faits, ça existe. Les faits, ça existe et c'est la base de toutes ces interprétations qui vont venir derrière. Mais grosso modo, plutôt que d'essayer de dire la vérité, eh bien, il faut, à mon sens, essayer de replacer les faits au centre de notre travail et au centre, y compris du travail qu'on fait quand on essaie de faire de l'éducation aux médias et à l'information dans les écoles et de l'éveil à l'esprit critique. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt que de parler de vérité ou de mensonge, eh bien, on va essayer de parler des faits, de ce sur quoi on peut se mettre d'accord et une fois ça, eh ben, chacun pourra l'interpréter comme il veut. Souvent, je prends comme exemple les chiffres du chômage. Bah, les chiffres du chômage, on sait comment ils sont fabriqués, il y a une transparence là-dessus. On peut critiquer la manière dont sont comptabilisés les chômeurs, voilà, mais en gros, on a un chiffre et ce chiffre, il va pas être traité du tout de la même manière dans Libération et dans Le Figaro. Pourtant, c'est le même chiffre, mais Le Figaro aura sa vérité et Libération aura la sienne. Et donc du coup, je crois que c'est important d'expliquer que, finalement, la vérité n'existe pas. La deuxième chose contre laquelle il faut, à mon avis, essayer de lutter, c'est l'idée que les journalistes doivent être objectifs. Heu, En réalité, personne ne peut être objectif. L'objectivité, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas, être objectif. Par contre, on peut être honnête. C'est-à-dire, on peut dire d'où on parle et donc du coup, quels sont les éléments au-delà de ces faits dont on vient de parler, qui interviennent dans notre construction de ce qu'est notre vérité? Mais donc la vérité, ça n'existe pas et l'objectivité, eh ben, ça n'existe pas vraiment non plus. Et je pense que plutôt que d'essayer de faire des choses qui ne sont pas possibles, c'est-à-dire dire la vérité et être objectif, eh ben, il vaut mieux se rapprocher des faits, ça on peut le faire, et conserver la plus grande honnêteté possible dans notre travail. Ça veut dire dire d'où on parle, dire qui on est, dire comment on travaille, entre guillemets, s'appliquer quelque part la transparence eh ben, qu'on demande aux autres. Je suis assez d'accord avec ce que disait Lucas à l'instant, sur le fait que, ces interventions dans les écoles, elles nous changent. Alors moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'interventions aussi. J'ai fait plus de 150 interventions dans des collèges, dans des lycées.
dans des prisons, pour faire justement un travail d'éducation aux médias, d'éveiller à l'esprit critique. Et je dois dire effectivement que ces interventions m'ont changé. Elles ont changé ma manière de voir mon métier, elles ont changé ma manière de faire, et grosso modo, elles ont aussi changé, pas uniquement le journaliste, elles ont aussi changé l'homme que je suis. Et je crois que dans cette démarche, citoyenne, bah, c'est aussi très important de comprendre, hem, comme tu l'as dit, Lucas, heu, grosso modo, bah, qui nous sommes et pourquoi on fait tout ça. J'aurais peut-être, une autre idée reçue contre laquelle, je voudrais, lutter, mais alors peut-être que au vu des questions que vous avez posées, je me demande si Lucas n'a pas abordé ce truc-là aussi. Il y a plusieurs études sociologiques, très sérieuses, qui montrent notamment pendant la présidentielle américaine de 2016 que l'immense majorité des fake news qui ont circulé sur Facebook étaient partagées par des gens qui avaient plus de 60 ans. Ce qui tendrait quand même à nous dire quelque chose, que les jeunes ne sont pas ceux qui partagent le plus de fausses informations. Les jeunes sont probablement ceux qui sont soumis à la plus grande quantité de fausses informations. Pas parce qu'ils sont des fans absolus de fake news ou qu'ils sont tous complotistes, mais parce que leur chemin d'accès à l'information passe systématiquement par Internet et que sur Internet, on est beaucoup plus soumis aux fausses informations, ou on côtoie beaucoup plus de fausses informations que si on s'informe de manière plus traditionnelle. Et donc, je ne suis pas sûr du tout, je partage un peu l'avis de Lucas, sur le fait que les jeunes ne sont pas plus complotistes que les autres. Et surtout qu'à 14, 15, 16 ans, bah, on a bien le droit de croire des conneries. Si on se remettait tous dans ce que nous croyons nous-mêmes à l'âge de 14, 15, 16 ans, je ne suis pas certain, par exemple, qu'LCI m'aurait confié une émission quand j'avais 16 ans. Hein, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'on pensait des conneries et que ça n'empêche, on a réussi à en sortir. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, on en est sorti parce qu'on nous a permis de développer notre esprit critique, parce qu'il y avait des sources d'informations fiables et de qualité. Et donc, il y a quand même un danger pour tous ces jeunes. C'est-à-dire que l'habitude de ne pas payer pour s'informer, ça amène à une forme aussi de baisse de la qualité de l'information, une précarisation des journalistes. Et on sait aussi que eh ben, plus les journalistes sont précarisés, plus ils ont de mal à lutter en interne contre le rédacteur en chef, contre les antennes, contre la ligne éditoriale peut-être d'un journal, et arriver à faire publier les infos. Euh, donc, je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut replacer au centre de la problématique, c'est que euh, les citoyens ont besoin des journalistes pour être informés correctement, mais nous, les journalistes, on a aussi besoin des citoyens. Et je crois qu'il faut aussi lutter un peu, encore une fois, contre une idée reçue. Les journalistes, on n'est pas des militants, hein. Et on n'est pas bienveillant, on est des salopards, on vend des tapis, hein. On est des marchands de tapis, il ne faut pas se faire de fausses idées, hein. On est des marchands de tapis. Ce qu'on vend, c'est de l'info. Et on vend la meilleure info possible. Et c'est ça que vous achetez. Et c'est dans cette relation de confiance-là que se place effectivement eh bien, la capacité à faire une information de qualité. Si on ne paye pas pour s'informer, eh ben en fait, on ne crée pas, dans une société capitaliste néolibérale comme celle dans laquelle nous vivons, on ne crée pas ce lien. Et du coup, il y a un moment où le journaliste, il paye, il parle à celui qui paye. Et si c'est la pub, eh ben, il parle au publicitaire. Je ne crois pas que ça soit une volonté de nos confrères, je crois que c'est une réalité de nos pratiques et qu'on ne peut pas vraiment lutter contre. La seule manière d'arriver à recréer ce lien de confiance, bah, c'est aussi qu'il y ait malgré tout une forme d'implication du public. Si les tomates étaient gratuites chez Franprix, elles seraient dégueulasses. Et personne ne voudrait les bouffer. Et alors, je vois que William pose une question. Effectivement, il y a aussi un autre problème, mais qui est lié à ce manque de moyens, qui est la concurrence entre les chaînes. Cette concurrence fait que, entre la possibilité de sortir une info qui va vous amener de l'audience ou de la visibilité et les 5 minutes pour la vérifier et tout, eh ben, elle va souvent jouer contre vous. Mais vous avez constaté que ce genre de truc arrive beaucoup moins souvent dans la revue Le 1, chez 21 ou chez Mediapart ou SoFoot ou Society. Et donc, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Ce sont des médias payants dans lesquels la relation d'immédiateté joue moins parce que c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. On ne gagne pas d'argent sur l'immédiateté. Et,
et vous avez raison, William, sur le fait que, bien entendu, les réseaux sociaux posent un immense problème sur toutes ces questions, mais ne me lancez pas là-dessus parce que ce n'est pas l'objectif de la discussion d'aujourd'hui et que là, si vous mettez une pièce dans le jukebox, on y est encore à 20 heures et malheureusement, moi, il va falloir que je vous quitte à 12h55 parce que j'ai la répétition pour l'émission et qu'il faut quand même que je me prépare un peu. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est confronté à quelqu'un qui nous tient à la fois des discours complotistes, qui utilise des fake news, qui est dans une forme de doute? Je pense que, grosso modo, il y a autant de réponses qu'il y a de personnes face à vous. Euh, la, la bonne manière de répondre, elle va dépendre, en gros, aussi de la connaissance que vous avez de la personne qui est face à vous, de son âge, de son niveau de culture, de sa conviction. C'est pas la même chose, comme le disait Lucas, de parler avec un gamin de 14 ans qui vous dit bah ouais, le Covid a été inventé en laboratoire, ou de discuter avec les gros conspis du web qui sont des vrais militants et tout, et qui sont que vous n'arriverez pas, dont vous n'arriverez pas à faire changer, vous n'arriverez pas à les faire changer d'avis. Vous n'y arriverez pas du tout. Donc, je crois que ce qu'il faut se dire, et encore une fois, on va essayer de casser une première idée reçue, c'est qu'en fait, c'est pas possible de convaincre quelqu'un qui croit aux théories du complot qui se trompe. En vrai, c'est pas possible. En tout cas, de manière rationnelle, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la croyance complotiste, c'est pas une rationalisation complotiste, c'est une croyance. Et que face à une croyance, si vous amenez de la rationalité, de la réflexion, des arguments, c'est comme si vous essayiez de faire rentrer des carrés dans des ronds. Ça marche pas et ça marchera jamais. Donc, l'idée, c'est qu'il faut, si c'est la démarche, essayer de trouver une manière de toucher émotionnellement et de ce truc-là, de refaire de la rationalité, de la réflexion. Mais en gros, les gens qui sont dans une croyance, vous n'arriverez pas à les rattraper de la croyance avec de la simple rationalité. Ça ne peut pas marcher. La, Alors, Lydie, tac, 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 les domates peuvent être gratuites et bonnes si on est décidé de financer collectivement. Oui, Lydie, mais c'est pour ça que je précisais que cette idée du journalisme, l'info de qualité qui est fatalement payante, c'est dans une société capitaliste néolibérale. Après, l'histoire nous montre quand même que dans les pays socialistes et tout, il n'y avait pas non plus une presse hyper libre et des journalistes qui vivaient vachement bien leur travail. Hein, donc, il y a, à mon avis, une réflexion d'historien et de politiste à mener sur cette question que moi, je ne me permettrais surtout pas de mener. Mais encore une fois, et je vais reprendre ce que vous disiez, Lucas, il y a aussi une grande posture d'humilité. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un qui est dans la croyance. Mais la majorité des gens, et notamment des élèves que vous trouverez dans les classes, ne sont pas dans une croyance. Ils sont dans un vrai doute. Grosso modo, il faut faire attention à ceux qui se prétendent dans le doute, mais qui sont en fait dans une forme de suspicion. Les gens qui sont dans une forme de suspicion et qui prétendent user de leur esprit critique, ne le sont pas. La suspicion, ce n'est pas de l'esprit critique. C'est avoir une idée préconçue et se servir de ces questions et de ces soi-disant doutes pour toujours aller dans cette idée préconçue. Le doute, c'est de s'interroger. Et donc d'aller dans un sens ou dans l'autre en fonction de ce qu'on trouve. Mais c'est accepter aussi l'idée qu'on peut être contredit et qu'on peut se changer d'avis. Donc, il faut bien avoir conscience de tout ça. Même si on démonte point par point avec des sources, par exemple, un contenu que nous envoyait un proche complotiste, ce ne serait pas efficace. Alors, Alicia, j'adorerais vous dire que tout ça, c'est super efficace. Hein. Je trouve ça super, parce que ça serait vachement rassurant pour le monde dans lequel on vit. Je crois que le simple fait que je me retrouve devant vous aujourd'hui, ça montre un peu que le monde ne va pas si bien que ça. Et je pense que si, c'est possible. En fait, tout dépend du niveau dans lequel, niveau de croyance dans lequel cette personne est. Si elle a vu passer quelque chose sur Internet et qu'elle voulait envoyer par WhatsApp, elle n'est pas dans la croyance. Elle vous partage un truc, mais on n'est pas à ce niveau-là. Si vous êtes avec des gens qui commencent à vous dire que les reptiliens gouvernent le monde en secret ou qu'il y a une secte de pédophiles satanistes qui tirent les ficelles pour les élites et tout, là, c'est plus difficile. C'est plus difficile, d'autant plus que si vous essayez de contredire
ces discours-là, ça veut dire que vous faites partie du complot ou que vous êtes un aveugle, un bienheureux qui comprend rien. Et du coup, ça pose tout un tas de problèmes. Oui, pardon, Elisa voulait intervenir. Non, peut-être que la petite précision qu'on peut faire et qui peut éclairer cette question-là, c'est la différence. Enfin, c'est pas parce qu'on partage une théorie du complot ou une fake news qu'on est complotiste. Vraiment, le complotisme, c'est un état d'esprit. C'est une manière d'envisager le monde en partant toujours du principe qu'il y a un complot quelque part. Donc, si vous voulez, c'est un doute qui s'exerce sur tout sauf sur lui-même. Ce sont des gens qui sont persuadés qu'il y a un complot à découvrir et qui vont du coup faire des recherches dans ce sens-là. Et donc, c'est pas parce que vous avez en face de vous un élève qui se pose des questions sur est-ce qu'on a déjà marché sur la Lune que c'est nécessairement quelqu'un de complotiste. Et peut-être que ça peut, en tout cas, voilà, apporter un éclairage supplémentaire aux échanges qu'on est en train d'avoir. Mais oui, je crois mais Lucas vous l'a expliqué, donc je ne vais pas non plus revenir complètement là-dessus, mais je crois qu'il faut faire une différence entre partager des propos complotistes en y croyant, partager un contenu qu'on a vu passer sans trop savoir ce que c'est et finalement sans prendre de précautions suffisantes, et grosso modo, la suspicion, le doute. En fait, je ne vais pas vous faire la blague comme ça, mais il y a 50 nuances de conspi, quoi. Hein. Donc, grosso modo, il y a des super hard, il y en a qui ne le sont pas. Il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on ne croit jamais à une seule théorie du complot. Ça ne veut pas dire que si vous pensez qu'on n'a pas marché sur la Lune, vous pensez fatalement que c'est une base nazie sur la face cachée, que si vous croyez au 11 septembre, vous croyez forcément que Charlie Hebdo, c'est François Hollande. Non. Ce qui est sûr, c'est que si vous croyez au 11 septembre, que vous croyez à la Lune, à la base nazie, à Charlie Hebdo, entre guillemets, à l'un de chaque séparément, entre guillemets, vous croyez systématiquement à un deuxième complot sous-jacent qui est que sur chacune de ces questions, les journalistes vous mentent et vous manipulent. Et donc, du coup, ça veut dire quand même quelque chose qui est intéressant à noter pour vous, c'est que dans toutes les théories du complot, le complice, c'est les journalistes. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que du coup, par rapport à ce que nous disait tac, 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 Alicia, ça veut dire que tous vos arguments qui viennent de journalistes sont quelque part, de fait, pour un croyant conspi, décrédibilisés d'office. Et ils n'ont pas peur du grand écart et de la gymnastique, hein, parce que des fois, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand au moins… Ah bah ouais, bah Loïc, effectivement, on a parlé avec Albert Moukébert là-dessus, hein, Votre cerveau vous joue des tours. Effectivement, c'est un bouquin, moi je pense qu'Elisa l'a mis d'elle-même dans la bibliographie des livres sur le complotisme, hein, le bouquin d'Albert Moukébert, Votre cerveau vous joue des tours. Mais je crois qu'il faut bien avoir conscience que, grosso modo, vos arguments sont d'office décrédibilisés. Et donc, il faut trouver un autre moyen d'arriver à toucher. Qu'est-ce que ça va être, cet autre moyen? Bah, quelque part, Alicia, vous avez donné une bonne piste. En fait, la bonne réponse à tout ça, bah, c'est de surtout pas répondre. Et ouais, je sais, ça paraît vraiment nul comme conseil à vous donner, mais c'est le seul vrai bon conseil que je peux vous donner. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que moi, je n'ai pas la science infuse, hein. Je suis un peu comme Lucas, dans une grande position d'humilité sur toutes ces histoires. Juste, moi, j'ai fait 150 interventions en classe, donc j'ai dû faire 149 conneries, peut-être même 151 conneries. Et à force de faire des conneries, ben, on élimine un peu les conneries et on arrive à trouver un peu des solutions. Donc, je crois qu'effectivement, il y a l'idée que face à quelqu'un qui est dans une croyance complotiste, il y a à la fois un truc de posture et il y a à la fois une espèce de mécanique de réflexion à reposer. La posture, c'est de surtout pas stigmatiser. C'est très dur. Parce que c'est très énervant, un complotiste. Encore une fois, si vous prenez le truc de tous ceux qui pensaient que l'hydroxychloroquine nous était cachée parce qu'elle était efficace et tout ça, et qu'on expliquait que The Lancet, la publication, quand elle avait expliqué que la publication The Lancet au mois d'avril a fait un grand truc pour dire que l'hydroxychloroquine était dangereuse. Il se trouve que cette enquête, cette étude scientifique était bâclée et que, en gros, ils ont publié une mauvaise information. Et donc, tous les conspis ont dit The Lancet, Big Pharma, faut pas croire The Lancet et tout.
Et paf, au mois de novembre, quand The Lancet a expliqué que Sputnik 5, le vaccin russe, était fiable, eh ben, ils ont tous applaudi The Lancet comme le journal le plus fiable du monde. Hein, donc, il faut bien comprendre que quand on est dans une croyance, on est aussi capable d'expliquer les choses de manière complètement décorrélée d'une forme de réalité. Et donc, ça veut dire que pour vous qui cherchez à réagir, à répondre, à trouver des solutions, ça devient très compliqué. Parce que si, grosso modo, les choses sont systématiquement à géométrie variable, et ben, comment on fait pour s'y retrouver? Donc, je crois que la vraie bonne solution, c'est de se dire que il faut surtout pas chercher à répondre. Il ne faut pas chercher à stigmatiser. Il faut essayer de faire preuve de bienveillance. Il ne faut jamais oublier un truc aussi, qui est tout con et qui n'a rien à voir avec le complotisme, c'est que dans une discussion, le premier qui crie, il a perdu. Donc, souriant. Encore une fois, c'est très difficile. C'est vraiment pas. Et tout ça peut vraiment nous mettre en difficulté. Mais c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire. Et en gros, il faut arriver à recréer un chemin d'interrogation rationnelle. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable de reposer des questions, d'interroger d'où vient l'information, de faire effectivement ce travail de déconstruction. Et si vous êtes face à quelqu'un qui est de bonne foi, en tout cas quelqu'un qui est pas un croyant complotiste, mais qui est quelqu'un qui s'est fait avoir par une fausse information, eh ben, il faut l'amener à s'en rendre compte. C'est pas marrant de reconnaître qu'on s'est trompé. C'est pas facile de reconnaître qu'on a dit une connerie. Et donc, du coup, il faut trouver des trésors de psychologie pour arriver à faire cette démarche-là, sans stigmatiser la personne qu'on a en face de nous et sans poser un énorme problème, grosso modo, à votre relation avec cette personne. Quelle que soit votre relation avec cette personne, il faut maintenir ce lien-là. Tant que vous maintenez cette espèce de capacité de discuter, tant que vous arrivez à recréer un espace où vous pouvez échanger, mais en fait, le truc n'est pas perdu. Ça ne veut pas dire qu'il est gagné, hein, au contraire. Parfois, ouais, c'est dur. Alors attendez, il y a Léa qui dit: «Ayant rencontré un complotiste convaincu que l'on n'a marché sa lune, c'est effectivement très frustrant, surtout que c'est extrêmement intelligent. Il était sourd à toute argumentation et avait même des arguments cohérents». Bah, ah oui, tous les gens qui vous disent que les conspis sont des débiles, disent n'importe quoi, hein. C'est pas vrai, c'est pas du tout des débiles, hein. Moi, affectueusement, je dis que c'est un peu des dingos. Mais c'est parce que moi, je les côtoie beaucoup et puis comme ils m'envoient beaucoup de messages où ils me parlent de ma maman et tout, dans des termes, vous imaginez, absolument élogieux et sympathiques, j'ai moi-même un petit truc, voilà, pour le dire. Mais non, il y a pas du tout, c'est pas du tout des gens qui sont débiles. Au contraire, enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé de vous taper le rapport de 1 400 pages sur, la construction et la chute des 2 tours, du 11 septembre 2001, mais c'est costaud, hein? En ingénierie et tout, en architecture. Enfin, moi perso, j'en ai lu une bonne partie. J'ai rien compris, hein, je vous rassure tout de suite, quoi. Hein, mais donc ça veut dire qu'il faut quand même être capable de faire, à la fois des recherches, de se taper des documents hyper compliqués et tout, bah, quand on regardait, à l'époque, Soral qui déblatérait pendant 2 heures et demie, sur de la harde politique et tout, faut quand même malgré tout être accroché, au guidon, pour tenir le truc, quoi, hein. Donc même si le mec dit n'importe quoi, ça a l'apparence d'une pensée raisonnée, d'une pensée construite, c'est souvent, bourré de références, bourré de constructions, d'éléments et tout. Et justement, alors là, c'est un truc sur lequel il faut être très attentif. Il ne faut pas se laisser enfermer. Il ne faut pas se laisser enfermer dans le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire le moment où votre interlocuteur va superposer comme ça 17 couches d'arguments différents qui n'ont parfois rien à voir entre eux, qui peuvent être vrais, qui peuvent être faux, qui peuvent être complètement sortis de leur contexte, ou voilà, mais qui donne une impression de cohérence, qui donne une espèce de poids à la démonstration, et surtout qui fait que bah, vous essayez de déconstruire le premier argument, mais il y en a déjà 16 autres par-dessus. Comment vous allez faire? Vous n'allez jamais avoir le temps de faire tout ça. Et il y a aussi un truc qui est très important, c'est que
Grosso modo, comme l'explique très bien Albert Moukébert dans son bouquin sur le cerveau nous joue des tours, ou comme l'a expliqué aussi, enfin, il expliqué les travaux de Gérald Bronner sur toutes ces questions, il faut se méfier de ce qu'on a envie de croire. Grosso modo, votre capacité à croire à une théorie du complot ou à une fake news, elle sera d'autant plus forte que vous avez déjà une espèce de petite prédisposition à croire à ces trucs-là. Je vous donne un exemple. La théorie du complot qui marche le mieux au Brésil, en tout cas qui marchait le mieux au Brésil dans les années 2015, 2016, 2017, c'est l'idée que la France avait acheté la Coupe du Monde 98. Vous vous doutez bien que cette théorie du complot n'a pas eu un immense succès en France et que chez les conspis français, ce truc-là n'a jamais vraiment pris. Mais du coup, ça montre bien que nos prédispositions intellectuelles, ce que nous sommes, notre culture, notre manière de réfléchir, eh bien, sont tout autant d'éléments qui vont avoir tendance, si on n'y prend pas garde, à nous amener sur des chemins de traverse et à nous faire croire n'importe quoi. Donc, je crois qu'il faut être conscient que c'est très difficile, que c'est presque impossible de convaincre un convaincu. Par contre, l'immense majorité de nos compatriotes ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas dans cette croyance. Ils sont indécis. Ils sont, pour le coup, pas dans une suspicion, ils sont dans un doute. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement faire très attention à ne pas permettre qu'ils tombent complètement dans la suspicion, qu'ils passent du doute à la suspicion, qu'ils gardent une capacité à cet esprit critique qui va leur permettre de revenir un petit peu dans le champ de la discussion un peu plus classique. Il y a un élément sur lequel j'attire votre attention, c'est que il faut être très attentif à ne pas se faire enfermer par cette espèce de pluie d'arguments qui va vous être opposée. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas chercher à contre-argumenter par rapport à quelqu'un. Ah, la Terre est plate. Mais non, la Terre est ronde. Mais si je te dis la Terre est plate parce que j'ai 17 arguments, machin, vous n'aurez jamais la contradiction sur ces 17 arguments et la personne en face de vous, elle connaîtra mieux le dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, elle peut vous poser un problème qui est de vous retourner et de faire en sorte que vous ne puissiez pas contredire son argument. Le problème, ça ne sera pas elle et le problème, ça ne sera pas vous. Ça sera tous ceux qui sont autour, les indécis, les autres élèves, par exemple, si on est dans une classe. Et à ce moment-là, si vous avez perdu ce truc-là, les conspires ont gagné. Et là, ça devient un énorme problème. Ça devient un énorme problème parce que c'est vrai pour les journalistes, mais je pense que c'est aussi vrai pour les enseignants. C'est peut-être même vrai en amour. La confiance, ça ne se donne qu'une seule fois. Si on est pris en défaut, c'est très difficile de revenir. Donc, du coup, le vrai bon conseil, c'est d'éviter absolument de se laisser enfermer dans cette espèce de joute et de discussion dont vous n'arriverez pas à sortir vainqueur parce que les personnes en face sont à la fois plus motivées, mieux préparées, ont plus bossé leurs arguments et leurs éléments. Et donc, vous allez vous retrouver enfermé dans une espèce de petite bulle dont vous n'arriverez pas à sortir et sur laquelle va se construire aussi la réflexion des autres et peut-être que vous allez vous faire avoir. Et le pire, c'est pas que vous vous fassiez avoir, c'est que les autres autour de vous pensent que vous n'êtes pas crédible. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura tous perdu le combat. Il est 12h49, il me reste 6 minutes avant d'aller faire la répétition. J'aimerais bien vous laisser la possibilité de peut-être poser une question. J'ai essayé, moi, de choper vos questions au fur et à mesure et vos réflexions pour interagir un petit peu. Mais j'imagine que vous avez peut-être des questions ou un témoignage sur effectivement une anecdote qui vous serait arrivée sur laquelle vous voudrez qu'on réfléchisse ensemble. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas vous avez un outil de demande de parole qui nous permet d'identifier si ceux qui souhaiteraient. C'est quand même pas mal, hein, ça. On peut couper le micro des gens et tout. Je
crois que Thomas, tu es trop limpide. Du coup, Bah, écoutez, c'est pas mal. Ça veut dire que je vais peut-être pas rater mon émission cet après-midi. Je me permets de vous signaler il y a un nouveau bébé chez Spicy qui, à mon avis, va vous intéresser. On a sorti une plateforme qui s'appelle Spicy Educ et qui est, pour le coup, en gros, tous les films et les contenus de Spicy qui concernent les datas, les réseaux sociaux, les fake news et enfin, je vais dire Dieu sait, non, Dieu ne le sait pas, mais moi je sais qu'il y en a beaucoup parce que c'est moi qui les ai faits. Donc on a produit, je pense, plus de 10 à 12 heures de contenu journalistique sur ces questions-là depuis 2015. En gros, c'est une plateforme qui transforme ces contenus d'information en outils pédagogiques et qui met à votre disposition les contenus vidéo, mais aussi des fiches de questions, des séances pédagogiques dédiées, des éléments à travailler en classe, à la fois pour les enseignants, à la fois pour les élèves. Ça se veut très interactif. Et voilà. Et du coup, vous l'avez compris en fonction de mon introduction, c'est payant tout ça. Mais bon, il faut voir avec la direction de l'établissement. Mais je pense que ça peut, je pense que ça peut vous intéresser. Et si ça ne vous intéresse pas, au moins peut-être jetez-y un œil et dites-nous ce qui ne marche pas et ce qui est nul. Parce que ça nous permettra aussi d'améliorer le produit. L'idée, c'était vraiment de mettre à disposition des enseignants, non pas nos contenus vidéo seulement, mais de digérer, de retravailler ces contenus vidéo pour en faire des éléments, y compris vraiment à vocation pédagogique et structurés comme tels. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, ben, je vous invite à jeter un œil là-dessus. Et alors, Spicy, S-P-I-C-E-E, plus loin, éduque. Oh, Yves Renard est parmi nous. Bonjour, patron. Ça fait très plaisir de vous voir. Hein. Mais donc voilà, donc moi, il va falloir que je vous abandonne pour aller faire ma petite mission de journaliste qui va désinformer les populations au service des Illuminati reptiliens. Je me permets de vous dire que si mon travail vous intéresse, si ces questions vous intéressent, la meilleure manière de le suivre, c'est mon compte Twitter. J'ai un compte officiel sur Twitter. Et donc, ça vous permet de… Moi, je publie effectivement à la fois tout mon travail, mais je fais aussi une veille sur ce qui se publie, sur ce qui se fait, sur ces questions-là. C'est probablement la meilleure manière de me suivre. Si vous voulez qu'on échange, qu'on continue à discuter, Elisa va vous écrire mon email dans la conversation. Et on peut aussi échanger. Moi, j'ai monté une association qui s'appelle Conspi Hunter et qui gère justement les interventions dans les écoles, alors que moi, j'ai fait tout seul. À partir de la rentrée prochaine, on va pour le faire avec nous. Et donc voilà, donc on essaye de continuer ce travail dans les écoles. Le cas sur le fait que les jeunes ne sont pas plus conspicus que les autres. Mais il y a un risque à ce que, ayant été exposés à tout ça très jeunes, ils en soient plus victimes plus tard. Et donc, je crois que le double risque pour cette jeunesse, ce n'est pas que l'exposition à la fausse information, c'est grosso modo d'arriver à leur chemin d'accès à l'information fait, qu'on ne va jouer que sur leurs émotions en permanence. Et en fait, quand on crée un univers à la fois politique, d'information, de socialisation, où tout est basé sur l'émotion en permanence et sur la captation de notre attention avec cette émotion, et bien en fait, il y a un certain nombre de courants politiques qui gagnent. Et il y a surtout un certain nombre de courants politiques qui perdent. Et je crois que c'est ça aussi la menace qui guette notre jeunesse, c'est de basculer dans un monde où, quelque part, arriver à réfléchir serait devenu très difficile, non pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce que les outils qui leur font accéder à l'information jouent contre leur capacité de réfléchir. Sur Facebook, il n'y a pas c'est vrai, c'est faux. Il n'y a j'aime et j'aime pas. Et dans une logique comme ça, je crois qu'on crée une problématique très, très, très ennuyeuse pour la société dans laquelle on vit. Si on ne partage plus rien, on ne peut plus discuter,
on ne peut plus débattre et à la fin, on ne peut plus vivre ensemble. C'est aussi ça le risque que fait poser sur nous le conspirationnisme, pas uniquement pour nos jeunes, on l'a dit, mais aussi pour cette jeunesse. Il faut être là pour l'accompagner et vous l'êtes. Vous avez effectivement la chance d'avoir pu écouter Lucas et tout ça. Sachez que voilà, moi aussi, je suis avec d'autres, qu'on est assez nombreux à être prêts à aider, à aller dans les écoles, à faire ce travail-là. On a conscience de l'enjeu que ça représente pour notre société et on est prêt à agir. Ce n'est pas si fréquent chez les journalistes d'avoir un petit côté un peu humaniste et bienveillant. Essayons d'en profiter et de faire en sorte qu'on crée des cercles vertueux là où les choses sont très compliquées. Tac, tac, tac. Merci Violaine. Je ferai transmettre aux gens qui s'occupent de ces questions. Effectivement, je crois que l'idée, ce n'est pas que vous, enseignants, vous abonniez. L'idée, c'est que les établissements s'abonnent afin que tous les enseignants puissent y avoir accès. Je vais juste vous dire un truc à la réaction de Loïc. Saint Thomas, vous voyez, moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que Saint Thomas, c'était le saint patron des fact-checkers. Et donc, je disais ça moi-même. Je suis de culture catholique, même si je ne crois pas en Dieu, judéo-chrétienne, comme dirait ma maman. Et en fait, Saint Thomas, ce n'est pas le saint patron des fact-checkers, c'est le saint patron des conspis. Parce qu'en fait, c'est le mec qui a validé le complot de la chrétienté. C'est celui qui a validé le fait que le Christ était ressuscité, alors que ce n'est pas possible, et donc ce n'est pas vrai. Mais c'est très intéressant. Il a fallu que j'ai 40 ans pour comprendre ce truc-là. Après, pendant 25 ans, m'être servi de mon prénom comme un espèce de barrage au mensonge. Et bien, en fait, j'ai compris que saint Thomas était le premier des désinformateurs. Et donc, c'est assez rigolo de réfléchir à tout ça à la fin. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Encore une fois, vous avez mon mail pour m'écrire si vous voulez poser des questions ou qu'on monte un petit coup de fil pour avoir un peu de retour d'expérience et tout. Je serais ravi de prendre un moment pour vous. Je vous salue tous. Lucas, ciao et à très bientôt en vrai. On s'était dit, non pas rendez-vous dans 10 ans, mais qu'on essaierait de se voir en vrai. Et depuis, on est tous enfermés chez nous. J'espère que ça arrivera quand même un jour et qu'on pourra faire les bons journalistes, c'est-à-dire les alcooliques. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous laisse avec Elisa et tous les intervenants qui, j'imagine, seront passionnants. Et si vous vous embêtez vers 15h, allumez LCI et sinon il y aura un replay. Merci infiniment, Ah, Thomas. bonjour Pierre, excusez-moi, je ne vous avais pas vu non plus. Voilà. Ciao à tous. Bon courage pour cet après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.